Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi Bungle doit grandir? Parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à nous poser les questions, c'est un sujet qui revient souvent, et légitimement, à l'heure de la responsabilité sociale des entreprises, du fait de ne pas vouloir surconsommer, on peut légitimement se demander, est-ce qu'une entreprise doit forcément grandir? Mais revenons un petit peu en arrière. En 2007, Bungle, c'était Benoît et moi, et un stagiaire et deux stagiaires à la rigueur, dans une cave du Sentier à Paris. Autant dire qu'on n'en menait pas large. Et puis, grâce à tous ces gens qui nous ont entourés, qui nous ont rejoints dans l'équipe, et grâce à vous, parce que vous nous soutenez depuis bientôt 13 ans, Bonne c'est devenu une vraie entreprise de 45 personnes, avec plus de 100 emplois créés directs ou indirects. Et c'est une entreprise aujourd'hui qui fait plus de 8 millions de chiffres d'affaires, avec 5 boutiques en France. Et au milieu de tout ça, je ne sais pas vraiment si Bonne c'est une start-up ou une PME, une petite, une moyenne entreprise, si c'est un projet personnel ou un projet de société. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une entreprise en forte croissance. On peut donc se demander, est-ce que Bungle doit forcément grandir? Et en tant que cofondateur de ce projet avec Benoît, au même titre que chaque collaborateur, chaque lecteur et peut-être toi aussi, on peut avoir peur que Bungle change de la mauvaise manière. Premièrement, il faut savoir que pour une jeune entreprise comme Bungle, quand on ne monte pas, on descend. Le changement, c'est pas un choix, c'est une nécessité qui s'impose à nous. Parce que pour toutes les entreprises, il existe une zone de danger. Chez Bungle, je la situerais entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors pourquoi c'est une zone de danger? Parce que quand on fait moins de 2 millions d'euros et qu'on est une marque de vêtements, finalement la vie est assez simple. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour gérer les activités quotidiennes, on n'a pas besoin d'avoir des gens super capés, des systèmes super élaborés, et finalement c'est assez simple de passer de 0 à 2. Enfin je dis simple, mais rien n'est simple en ce bas monde. Et puis on franchit ce fameux cap des 2 millions. Parfois, il se trouve plutôt autour de 1, parfois plutôt autour de 3. Il n'y a pas vraiment de règle absolue. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, quand elle fait 2-3 millions, une entreprise, elle doit se structurer. Elle doit embaucher des gens qui sont plus compétents, qui sont des spécialistes, donc c'est des gens qui sont forcément un petit peu plus chers. Elle a besoin de plus de monde. Elle doit aussi investir lourdement dans des systèmes informatiques, parce que traiter 20 à 30 commandes par jour, c'est relativement simple, mais quand on doit en traiter 200, 300, 500, là, ça introduit une énorme complexité. Et on ne peut pas avoir droit à l'erreur parce que le moindre caillou dans la machine, c'est toutes les commandes qui vont être fausses et ça va être un travail d'archéologie titanesque pour tout remettre droit ensuite. C'est aussi une entreprise qui doit créer de nouveaux postes. Par exemple, celui d'un directeur financier ou d'un directeur de l'informatique. Le problème, c'est que toutes ces dépenses qu'on appelle des coûts fixes, il faut bien les amortir. Et si on fait par exemple 6 ou 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce ne sera pas suffisant. Du coup, il faut qu'une entreprise qui soit dans cette zone morte, cette zone de danger, cette espèce de triangle des Bermudes des entreprises, le plus rapidement possible, elle passe au-delà des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour qu'elle ait des revenus suffisants qui permettent d'amortir l'ensemble de ses coûts. Et du coup, vous vous demandez, mais où en est Bungle? Eh bien, je suis très content de vous annoncer qu'on est presque sorti de ce triangle des Bermudes. On va franchir la barre des 8 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe en 2019 et j'espère bien que l'an prochain, on sera au-delà de 10. On aura donc enfin la data critique pour dormir sur nos deux oreilles. Mais aussi, il faut savoir que la croissance, ça fait réellement partie de l'ADN de Bungle. Nous, depuis le début, depuis 13 ans, notre objectif, ça a toujours été de donner les savoir-faire de qualité au plus grand nombre possible, à un prix accessible, et surtout pas de faire une petite marque de Happy Few dans notre petit écosystème parisien. Bungle, c'est un projet de partage. Et pour ce faire, et pour continuer encore plus de changer la mode, on doit grandir. La bonne nouvelle, c'est que pour Bungle, comme pour n'importe quelle entreprise, grandir, c'est pas seulement une manière de sortir d'une zone de danger, ça vient aussi avec plein d'avantages. Ça permet de faire encore mieux ce qu'on fait déjà, notamment sur le produit. On atteint ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire que quand on passe une commande importante à un fournisseur, que ce soit un façonnier qui fabrique ou que ce soit en matière première, notamment au tisseur, eh bien, le fait de passer le double de la commande, ça permet d'avoir des réductions de 10 à 15% sur le prix de la matière ou le prix de la façon. Et ces économies sur les volumes, on vous en fait bénéficier. Par exemple, les 2 derniers automnes, on a réduit le prix de plusieurs de nos permanents. Par exemple, le manteau qui coûtait 540 euros, il est passé à 460, soit 80 euros de moins. Et maintenant, à chaque fois qu'on sort une nouveauté, on inclut directement les économies qu'on réalise avec les volumes importants dans le prix du produit et ça permet de faire des vêtements moins chers tout le temps. Et j'espère bien que quand on continuera à grandir, on continuera à pouvoir avoir des vêtements encore plus compétitifs comme les très grosses marques qui font des très gros volumes, mais en conservant chez nous la qualité. Ces volumes plus importants, ils s'accompagnent d'un autre effet bonus. Ils nous permettent d'accéder à des matériaux de bien meilleure qualité ou alors à des fibres beaucoup plus nobles. Par exemple, si on n'avait pas des commandes aussi importantes, on ne pourrait pas vous proposer des cardigans en baby alpaga, ou là prochainement un manteau en super yak,
ou simplement le fait, à chaque fois qu'on sort un vêtement, d'aller vers de la mérinos extra fine ou à du cachemire de grade A. Et si on a obtenu ces bons prix, c'est parce qu'on devient des acteurs privilégiés auprès de nos fabricants. Ils nous connaissent, on les connaît, il y a une relation de confiance, on les met en valeur, et bien du coup, simplement ils ont envie de nous aider aussi. Enfin, troisième effet qui se coule, ces volumes importants nous permettent d'accéder à des nouveaux matériaux. Parce que pour beaucoup de fabricants, il y a ce qu'on appelle des minima de commande. C'est-à-dire que si vous commandez moins de 1000 mètres par exemple d'un tissu, le fabricant vous dit non. Il se dit c'est trop d'embêtement de vous livrer 1000 mètres, sachant qu'il faut configurer toute une chaîne de production, tous les métiers à tisser. Et donc le fait d'être en croissance, ça permet de dépasser ces minima de commande et donc de prendre des engagements sur des matières rares, luxueuses, qui nous étaient interdites, et donc de faire des pièces beaucoup plus fortes avec. Et pour vous donner un ordre d'idée, 300 par cas, c'est 700 mètres de tissu. Vous imaginez bien que c'est le nirvana, que c'est totalement un Everest inaccessible pour beaucoup de petites marques. Mais maintenant, on rentre petit à petit dans cette cour des moyens grands et on y arrive. Et dernière chose, plus on grandit, plus on peut investir dans la qualité du produit. Parce que maintenant, on peut se permettre d'avoir une vraie responsable qualité qui bientôt va se déplacer dans les différents ateliers, qui va surveiller chaque production. Et puis aussi passer beaucoup plus de temps en amont d'un développement produit pour tout faire à fond et faire plus de prototypes. Et ça représente des coûts énormes et il faut les amortir avec un grand volume de produits. C'est pour ça qu'une petite marque, souvent, elle a pas mal d'aléas, mine de rien, dans sa production, alors que nous, à présent, on arrive à limiter ça au maximum. Et avec la croissance, c'est aussi super important de limiter le nombre de défectueux. Parce que quand on a 1% ou 2% de défauts sur une production, ce qui est un standard assez normal chez la plupart des marques, je vous rappelle que le vêtement, ça reste quelque chose qui nécessite beaucoup d'opérations humaines, tout comme d'ailleurs le tissage, eh bien 2% sur 200 pièces, c'est pas trop grave, hein, c'est 4 pièces qu'il faut mettre au rebut ou reconcevoir ou donner. Mais quand on a 2% sur 2000 pièces, vous imaginez bien que c'est plus la même histoire. Et à présent, le fait d'avoir plus de volume, ça permet aussi de mettre en place des systèmes de gestion des défectueux et de revalorisation. Comme par exemple cette opération qu'on a lancée l'an dernier pour donner des vêtements en bon état à des causes locales qui les offraient à des gens dans le besoin. Et ça aussi, c'est de la gestion, c'est du temps, mine de rien, c'est un coût. Et si on n'est pas une entreprise d'une certaine taille, c'est difficile de le supporter. On ne peut pas tout faire. Autre point, il faut savoir que les économies d'échelle, elles n'existent pas que pour le produit. Elles existent aussi pour la logistique. À l'époque, on a commencé avec un petit logisticien à taille humaine qui avait l'avantage d'être très proche de nous, mais l'inconvénient d'être quand même un petit peu cher en termes de traitement par commande. Eh bien, on a changé de logisticien il y a un an, et à présent, on récupère pas loin de 1 euro par commande d'économie. Et 1 euro par commande, quand on génère entre 40 000 ou 60 000 commandes au fur et à mesure des étapes de croissance de Bonne Gueule, à la fin de l'année, c'est une économie énorme. Et ça, on peut le réinvestir dans plus de produits, dans plus d'articles, dans plus de services. Et bien sûr, un logisticien plus gros, plus industriel, c'est aussi des commandes qui arrivent plus vite, avec moins de taux d'erreur de destinataire, même si bon, on n'est jamais à l'abri des erreurs de la poste, hein. Une entreprise qui passe à l'échelle supérieure, c'est aussi une entreprise qui peut pousser encore plus loin ses valeurs et encore plus loin sa mission. Et il y en a plein des exemples d'entreprises qui ont très bien grandi. Par exemple, de l'autre côté de notre rue du Mail à Paris, il y a le slip français. C'est quand même un super exemple de réussite française qui a pu totalement recréer et faire survivre des vraies filières industrielles. Sans ce projet-là, il y a plein de boîtes qui auraient fermé. Je parle aussi souvent de Patagonia, une entreprise que j'admire beaucoup, qui est totalement exemplaire dans la production de ses vêtements outdoor, même si bien sûr tout le monde n'est parfait et ils ont aussi le droit à l'erreur, mais tout ce qu'ils font depuis des années, c'est ultra cohérent. Et ils sont arrivés à un tel niveau de croissance qu'aujourd'hui, ils protègent des pans entiers de territoire de Pampa en Argentine. S'il n'y avait pas ce projet, peut-être que tout ce mode de vie des cow-boys argentins et tout cet écosystème de la Pampa, il serait encore plus menacé aujourd'hui. Donc merci Patagonia et merci la croissance. Et il y a une dernière entreprise que je pourrais citer en exemple, que j'aime tellement que je pourrais en parler des heures, c'est Aravint, une petite clinique de chirurgie ophtalmique fondée dans les années 60 en Inde, qui est devenue la plus grande entreprise du monde de chirurgie. Et cette entreprise, elle est devenue colossale, mais c'est devenu un gentil géant parce qu'elle a pu conserver ses valeurs grâce au volume, avec des médecins qui soignent tellement de gens qu'en fait, ils font du travail entre guillemets à la chaîne. Ils ont pu introduire une qualité industrielle dans les soins. Et donc, d'un côté, de financer énormément de chirurgie ophtalmique gratuitement pour les gens qui ne peuvent pas se les payer, tout en ayant des taux de soins bien meilleurs que ceux des pays de l'OCDE, les pays dits modernes. Après, on n'a pas forcément envie que Bonne Gueule devienne une entreprise énorme. Peut-être que Bonne Gueule, elle a l'ADN d'un baobab, peut-être que Bonne Gueule, elle a l'ADN d'un bel arbuste,
Ou peut-être qu'on est quelque part entre les deux. L'idée, c'est simplement d'atteindre notre taille naturelle, celle qui est conditionnée par notre ADN pour faire au mieux notre mission. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on n'y est pas encore. Il faut encore qu'on grandisse pour vraiment donner notre plein potentiel. Le risque pour une entreprise de vouloir absolument dépasser sa taille naturelle, c'est de devenir n'importe quoi, c'est de se diluer, c'est de perdre ses valeurs. Par exemple, si on se mettait soudainement à lancer 4 lancements par mois, tous les mois, eh bien, ça serait plus ni queue ni tête. On serait plus dans une logique de raffiner et de bien bosser chacun des produits qu'on sort. Ou bien, si d'un coup vous nous voyez sur tous les canaux à faire des partenariats avec n'importe quelle entreprise, y compris des entreprises qui ne partagent pas du tout nos valeurs, mais vous diriez, mais qu'est-ce que c'est devenu, Bonne Gueule? Il ne faut pas chercher à être partout, tout le temps, à tous les moments. Il faut simplement chercher à suivre cette petite voie, à être là où les gens ont besoin de nous, et à être là où ça fait du sens. Et malheureusement, ça existe, ces entreprises qui ont un ADN très beau, et puis qui cherchent à aller trop loin et à le dépasser, et à la fin qui finissent tragiquement. Je pense par exemple à Sonia Rykiel, qui est l'aventure d'une formidable créatrice qui vient de faire faillite il n'y a pas longtemps. Et peut-être que le fait que cette marque, comme par exemple Pierre Cardin, s'est retrouvée à être distribuée dans tous les pays du monde avec des accords de licence en veux-tu en voilà, sans doute que ça, c'est pas étranger au fait qu'il y a eu une certaine perte de désirabilité les dernières années. D'autres entreprises échouent parce que d'un coup, elles ont un succès sur un type de produit, et puis quand le produit passe de mode, bam, elles se retrouvent complètement déséquilibrées. Ça, c'est par exemple l'histoire de Carven Homme, qui s'était lancé et qui vendait énormément de sweatshirts, tout comme par exemple Kenzo. C'était devenu 70-80% de leur volume de vente. Et quand même, le sweatshirt, il y en a partout sur le marché avec plus ou moins les mêmes broderies, et que les gens ils se rendent compte que ces broderies, franchement, ça coûte que dalle à faire en Chine. Et là, l'entreprise, elle va vers un vrai problème. Et finalement, ce qui a fait son succès, ça devient la raison de son échec. Et je parlerai même pas d'entreprises comme Vêtements, par exemple, qui montent très très haut sur des effets de buzz, et puis finalement, chute jusqu'à pas grand-chose. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui en parle de cette marque. Après, bien sûr, c'est facile de critiquer, et c'est pas du tout mon objectif. Je voulais plus illustrer, parce que qui sait de quoi sera fait l'avenir? Qui sait si à un moment, Bonne Gueule, ça va pas peut-être être déséquilibré d'une mauvaise manière, qu'on n'aura pas vu venir. Mais je me dis que en regardant les exemples de gens qui ont réussi et en regardant ceux des autres qui ont échoué, ça permet en tout cas d'éviter certains écueils. Et nous, on y réfléchit beaucoup à ces sujets. Et autant on conçoit qu'ils peuvent faire peur à certaines personnes quand ils voient Bonne Gueule changer et grandir, heureusement j'espère en bien, autant nous aussi on y est sensible, et nous aussi on fait gaffe au jour le jour que jamais on perde notre ADN, que ce soit vers l'externe ou aussi en interne dans notre culture d'entreprise. Mais du coup, c'est quoi les conditions d'une croissance réussie? J'ai un petit peu réfléchi et j'en ai vu plusieurs. La première, c'est le fait de ne pas grandir trop vite. Bah ouais, parce que quand on grandit trop vite, il peut y avoir un effet, on se prend les pieds dans le tapis. Une entreprise qui d'un coup a un énorme succès et qui oublie de structurer par exemple son informatique, son équipe, risque de se retrouver avec un volume énorme de commandes, mais géré par des gens qui n'ont pas pu apprendre suffisamment vite et par des systèmes qui se retrouvent trop rapidement obsolètes. La raison qui fait qu'une entreprise grandit trop vite, elle est souvent liée à un financier qui met la pression derrière. C'est pas toujours le fondateur qui a des rêves de grandeur. Parfois, simplement, il n'a pas le choix parce qu'il s'est aventuré dans un terrain qu'il ne maîtrise plus. Et nous, dans l'historique de Bonne Gueule, on a toujours fait gaffe à toujours se financer de manière bien dimensionnée, à ne jamais céder trop de pouvoir. Et c'est ce qui fait que Bonne Gueule et ses fondateurs et son management possèdent encore plus de 85% de l'entreprise. Pour grandir bien, il faut aussi conserver un certain équilibre. Parce qu'une entreprise, c'est un écosystème. Et si à un moment vous négligez un acteur de cet écosystème, il y a des gros problèmes qui suivent. Dans cet écosystème, il y a les collaborateurs. Si vous avez des gens qui ne sont pas heureux de travailler dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils rendent heureux les clients? Ou alors qu'ils s'investissent dans le développement des produits à fond? Si par exemple on traite mal ces façonniers, le jour où on aura besoin d'eux, par exemple pour faire un délai de paiement, je doute qu'ils répondent présent. Si on traite mal le financier, là aussi, le jour où on aura un souci, est-ce que lui, il aura envie de mettre au pot? Est-ce qu'il y aura suffisamment de capital confiance qui se sera accumulé pour qu'ils se disent « Bon, là, j'y crois encore ». Et je peux vous dire que dans le développement d'une startup comme Bonne Gueule, on en a vu des vertes et des pas mûres. On aurait pu se planter dans le décor, mais 1 million de fois. Pas parce qu'on allait trop vite, mais simplement parce que le monde de l'entreprise, c'est un monde fait de dangers. On rencontre plein de cas différents. Ça peut être un moment, un collaborateur clé qui disparaît tragiquement. Ça peut être un moment, un lancement sur lequel on a des très très mauvais résultats, pile au mauvais moment où il n'y a pas de trésorerie. Et ça peut être aussi un système informatique qui se casse la figure juste avant l'hiver, quand le gros des ventes arrive. Et si une entreprise n'a pas accumulé du capital confiance,
avec chacune des personnes, eh ben, elle ne peut pas survivre à ce genre d'événement. Pour qu'une entreprise réussisse, elle doit évidemment être un petit peu opportuniste, saisir les chances qui se présentent à elle, mais il ne faut pas tomber dans le pur opportunisme. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui, pour conquérir certains marchés étrangers, elles vont donner ce qu'on appelle une licence, c'est-à-dire qu'il y a un acteur étranger qui va pouvoir faire plus ou moins ce qu'il veut en utilisant la marque. Et c'est comme ça qu'on aboutit parfois avec des grandes marques en Europe qui donnent par exemple des chaînes, des collections de parfums cheap dans des centres commerciaux à l'autre bout de la planète. Et quand finalement, dans une économie globalisée, il y a le client initial qui tombe dessus, patatras, il n'y a plus de confiance pour la marque. Alors quand c'est Suprême qui fait tout et n'importe quoi comme objet parce que c'est une marque streetwear avec par exemple un extincteur ou un marteau Suprême, là c'est rigolo. Mais quand c'est par exemple une grande marque de luxe qui fait du papier toilette parce qu'il y a un moment le licencié il a pu faire ce qu'il voulait avec, là ça devient tragique. Et puisqu'on parle de ça, je t'invite à regarder la précédente vidéo qu'on avait fait sur les collaborations réussies et celles foirées. Et je voulais finir avec la chose la plus importante pour définir l'ADN d'une marque. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, pourtant c'est bien présent. C'est la somme des hommes et des femmes qui travaillent avec nous derrière le décor. Au fil des années, on a eu la chance de s'entourer d'hommes et de femmes extraordinaires. Des gens qui nous ont accompagnés un instant, qui nous accompagnent aujourd'hui ou qui viennent peut-être de nous rejoindre. Et en fait, tous ces gens, durant leur passage, ils forment vraiment ce qu'est l'âme de l'entreprise. Et c'est un peu comme un joueur de foot dans une équipe, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de l'équipe. C'est la team avant les individualités. Et ça, c'est quelque chose qui est super important et ça ne peut se faire que si vous faites gaffe à qui vous recrutez. Et nous, on a toujours eu une attention ultra particulière à ça. Et je suis très fier de dire chaque année que notre équipe, on a un amour énorme pour elle. Et on est super fiers de la bienveillance et de la qualité des interactions et des idées. Et je pense qu'une entreprise, le jour où elle échoue, c'est avant tout parce que humainement elle a échoué. Vous l'avez compris, il y a la bonne et il y a la mauvaise croissance. Et évidemment, Bonne Gueule, c'est un projet qui nous tient éminemment à cœur. C'est plus d'un tiers de nos vies et on espère qu'on restera toujours du bon côté. Parce que ce projet Bonne Gueule, mine de rien, après 13 ans, ça a défini toutes nos vies de jeunes adultes, peut-être aussi une bonne partie de la vôtre, avec toujours Bonne Gueule en toile de fond. Et ce qui nous a permis de durer, c'est qu'à chaque moment, derrière, il y avait vous. À chaque moment, quand vous étiez content, quand quelque chose vous plaisait, vous nous encouragiez, vous nous mettiez des petits messages de soutien. Vous nous disiez, allez les gars, faut pas lâcher. Ou bien simplement, bravo, on est content de ce que vous faites. Et c'est con, hein, c'est juste des petits trucs, mais franchement, c'est vraiment ce qui nous donne du carburant et vous imaginez pas le carburant que ça donne à l'équipe. Donc continuez à faire ça, et puis évidemment, quand il y a quelque chose qui vous déplaît ou que vous ne comprenez pas, posez-nous les questions, sollicitez-nous. Nous, on est vraiment super à l'écoute. Ce projet, on le construit depuis toujours avec vous, en vous écoutant. On ne se met pas ni au-dessus ni en dessous de la communauté. Pour nous, on fait aussi partie de cette communauté, même si nous qui en sommes à l'origine. Donc on a envie que ça continue à vivre comme ça. Donc continuez à être là. Merci pour tout et j'espère qu'on va avoir une belle croissance saine et bienveillante devant nous. À très vite de l'autre côté.